Alors, je propose de démarrer tout de suite avec ma première experte qui est déjà à mes côtés. Il s'agit de Nejma Louas, qui est notre experte finance. Bonjour Nejma. Bonjour Stéphanie. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, ben voilà, aujourd'hui, on peut difficilement prétendre que l'informatique n'existe pas, hein, et donc autant l'utiliser, apprendre à l'utiliser le plus tôt possible. Et de nombreux parents se retrouvent devant la difficulté de devoir acheter maintenant un laptop pour leurs enfants ou en racheter un nouveau. Alors, il y a plusieurs options. On peut en acheter un à titre privé, on peut en acheter un via l'école et on peut même faire du leasing via l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, tout dépend de son besoin personnel. Peut-être commencer par expliquer quelle différence on peut faire déjà entre un contrat de leasing et un contrat de crédit à la consommation. Les gens ne le savent pas toujours, mais en réalité, le leasing, c'est un contrat de crédit à la consommation. Donc, quand on a une école qui propose un contrat de location, un contrat de leasing, ou si on se pose la question soi-même d'acheter personnellement le laptop, il faut déjà savoir, dans ces trois options, qu'est-ce que ces trois options contiennent. Donc, achat, c'est très clair, c'est un achat personnel à soi. Une location, c'est une location. Pour un temps déterminé, on bénéficie du bien et à la fin, on le rend à l'école, en l'occurrence, quand on parle de laptop, dans l'utilisation scolaire. Et dans les contrats de leasing, mais en réalité, un leasing, c'est aussi un crédit à la consommation. L'appellation officielle du contrat de leasing, c'est crédit bail. Ça parlera peut-être pas tellement aux gens, ça parle moins que leasing, oui, en tout cas. On l'entend plus souvent, leasing. Oui, on entend plus souvent leasing, mais donc derrière le mot leasing cache la notion de crédit bail. Le crédit bail, ou alors souvent dans les contrats pour les laptops, on écrit achat-location. Donc c'est un crédit à la consommation. La différence entre un contrat de leasing et un contrat de location classique, il y en a deux principalement. La première, c'est que le contrat de leasing, il est conclu pour une durée obligatoirement déterminée. Et à la fin du contrat de leasing, on a la possibilité en fait d'acheter le bien, ce qui n'est pas le cas avec un contrat de location normal. Donc quand on l'a acheté, il est déjà à soi. Le leasing, ça apparaît de plus en plus dans l'espace public parce que ça devient tout simplement une pratique très populaire. Les gens sont attirés par le fait qu'on a la flexibilité. Et puis surtout, on n'a pas besoin de sortir tout de suite une somme d'argent énorme pour pouvoir bénéficier d'un bien. Donc dans le cadre du laptop, par exemple, on peut tout simplement payer sa mensualité et à la fin du contrat décider le laptop je l'achète ou le laptop je le rends, tout simplement. Donc on a souvent parlé du leasing pour les autos, pour les vélos, mais les gens ne le savent pas toujours. Il y a aussi la possibilité donc de faire un leasing, donc un crédit bail pour les laptops, pour les écoles. D'accord. Et donc, la différence entre un contrat de leasing et un contrat de crédit à la consommation classique, puisque tu expliquais que c'était des contrats de crédit de toute façon. Oui, tout simplement comme je viens de le développer, un contrat de leasing, c'est un crédit à la consommation. D'accord. C'est pas une location. Pas de différence. C'est la même chose. C'est un crédit à la consommation. C'est une forme de crédit, mais c'est un crédit. D'accord. Ok, bon à savoir, jamais perdre ça de vue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un contrat de leasing pour les laptops dans le cadre d'une école ? On trouve trois choses de manière principale. Donc, la première chose qu'on trouve, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme c'est un contrat de crédit à la consommation, on va trouver dans un premier temps, évidemment, tout ce qui se rapporte au crédit. Donc, les mentions légales d'un crédit à la consommation, l'identité des parties, les conditions du crédit, la durée, la possibilité de rétractation, le prix des mensualités, etc., etc. Donc, on a la partie crédit classique. La deuxième partie, c'est la partie qui est beaucoup plus spécifique sur le leasing de laptop en particulier. Donc, le leasing de laptop, c'est les contrats de gestion de données, la maintenance de l'appareil, est-ce qu'il faut prendre une assurance à côté, etc. Et donc, le contrat de leasing de laptop pour les écoles, il y a encore des spécificités, sachant que les écoles, en général, choisissent elles-mêmes le fournisseur, la mensualité, est-ce qu'il faut une caution, est-ce qu'il ne faut pas de caution, les conditions de rupture, si l'enfant change d'école en cours d'année scolaire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le contrat peut être interrompu ? Est-ce qu'il peut être interrompu moyennant une indemnité ? Est-ce qu'on peut prendre le contrat et le transférer dans une autre école ? Donc, ce sont des choses qui figurent aussi, en général, dans le contrat de leasing pour les laptops. Et aussi, donc, les assurances. Est-ce qu'il faut prendre une assurance ? Est-ce qu'il y a déjà une assurance qui est incluse ? Oui, donc il faut tout lire, en fait. Il faut tout lire. D'habitude, il faut tout lire. Et c'est important parce que quand on va ensuite faire le calcul de bénéfice leasing ou bénéfice achat, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Donc c'est justement ma question suivante, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Est-ce que c'est plus intéressant d'en acheter un à titre privé ou de faire un leasing comme tu viens de le décrire ? Alors, il n'y a pas de réponse unique, définitive. Ce serait pratique, mais en l'occurrence, en fait,
De la même manière que chaque contrat de leasing va vraiment être particulier, et donc comme tu disais tantôt, il faut vraiment faire attention à tout, bien lire toutes les clauses et bien être attentif à ce à quoi on s'engage. De la même manière, en fonction de sa situation personnelle et de la situation de son enfant, on sera plutôt tenté d'acheter ou plutôt tenté d'opter pour un contrat de leasing. Les choses qu'il faut regarder, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc pour bien faire son calcul en amont, il faut d'office savoir est-ce qu'on fait une utilisation intensive ou est-ce qu'on fait une utilisation occasionnelle du laptop? Si c'est seulement pour faire quelques heures par semaine les devoirs, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en acheter un? Est-ce que c'est pas mieux de le prendre en leasing? Si jamais on a aussi une machine qu'on nous propose en leasing qui est un peu plus âgée, est-ce que on va décider de l'acheter à la fin, sachant que le logiciel ou que le matériel sera peut-être lui-même déjà obsolète à un moment donné, à la fin? Et également aussi voir surtout par rapport au coût, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cumulé tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le prix des mensualités, la caution, les indemnités de rupture, l'assurance, les primes, etc., est-ce que c'est plus avantageux vraiment par rapport à son utilisation personnelle, donc par rapport à l'utilisation de son enfant? Est-ce que c'est plus avantageux de faire le contrat en leasing ou de l'acheter tout simplement à côté? Et oui, donc bien lire son contrat, en fait, ça sert justement à avoir déjà entre les mains tous les petits détails qui sont en fait des coûts. Pour vraiment bien faire l'addition de tous les coûts qui s'accumulent et ensuite qui nous permettent de faire la comparaison dans la somme totale, l'utilisation qu'on en fait, le bénéfice qu'on en tire et être le plus stratégique possible pour avoir le moins de coûts inutiles. Alors, j'ai encore une question, mais celle-ci, elle concerne pas le volet financier, mais je te propose de rester quand même, puisque c'est toujours le même sujet. Mais je vais inviter l'une de nos expertes du service légal de Testachat, c'est Julie de Rome, parce que j'ai une question pour elle. Mais viens nous rejoindre, Julie. J'ai une question pour toi concernant justement un aspect plus légal. Bienvenue. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, imaginons qu'avec toutes les explications que Nejma vient de nous donner, les parents décident d'opter pour un achat privé de l'ordinateur, du laptop pour leur enfant. Est-ce que dans le cadre d'un achat privé, les écoles ont le droit de mettre des applications sur cet ordinateur ? Alors déjà, évidemment, ici, la question qui va se poser, ce sont les applications qui sont soit propres à l'école, soit qui sont utilisées par l'école. Et derrière, en fait, c'est la question de l'outil qui va être utilisé par l'école à des buts d'apprentissage, de pédagogique et ou de communication. En fait, souvent, ces outils sont proposés ou développés dans le cadre de ce qu'on va appeler le plan d'équipement numérique, qui est un plan qui a été mis en place par les autorités et qui est proposé via les écoles. Sur le principe, les parents ne sont jamais obligés d'accepter ce plan tel quel. Après, il y a toujours un mais, c'est comme dans toute relation. En fait, ici, on va être quelque part avec l'école dans une relation qu'on va considérer comme étant une relation contractuelle. C'est avec quoi est-ce que je me suis mis d'accord et qu'est-ce que j'ai accepté au moment où j'ai inscrit mon enfant à l'école. Souvent, quand on choisit une école, on le fait parce qu'on est convaincu par le projet pédagogique de l'école, mais en le faisant, on va aussi adhérer à toutes les règles de fonctionnement qui sont prévues par l'école. Ces règles de fonctionnement, en fait, elles sont prévues, elles sont compilées dans ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur de l'école, qui très souvent est signé par les parents en début d'année. C'est quelque chose qui est demandé par l'école. Et donc là aussi, il faut lire les petits caractères. Absolument. Il faut lire ce règlement parce que c'est très instructif. Et donc, ça va être un petit peu... qu'est-ce que, en fait, ce règlement prévoit justement en ce qui concerne ce plan d'équipement numérique et tout ce qui est utilisation des outils. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu en toutes lettres, qui est suggéré, etc. Si c'est prévu, un parent qui refuserait d'installer une app ou l'outil dès son étape 1, c'est-à-dire dès l'installation, on pourrait imaginer que, en tout cas, il s'expose à des interpellations de l'école, des remarques de l'école, voire peut-être des sanctions si celles-ci étaient prévues dans le règlement. À l'inverse, si ça devait être le cas, les obligations, c'est toujours dans les deux sens. Et c'est-à-dire que s'il y a une espèce d'obligation d'utiliser ces apps qui pourrait éventuellement donner lieu à des sanctions, c'est encore quelque chose qui est très touchy, l'école a aussi des obligations, c'est-à-dire qu'elle doit s'assurer que ces apps ne contreviennent pas à tout ce qui est réglementation RGPD, frais scolaires aussi. Il ne faut pas que l'achat de l'app
soit un coût extra pour les parents qui n'étaient pas prévus ou qui contrevient aux différents règlements sur les frais scolaires, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment dans les deux sens. côtés. Ouais, ouais. Et de manière générale, c'est aussi un peu du bon sens, mais pour faire le lien avec ce que Nejma disait aussi, c'est que si jamais on fait le choix d'un ordinateur, d'un achat privé pour l'utilisation de l'école et que donc on fait l'utilisation d'app, etc., il est conseillé de réserver l'usage de cet ordinateur exclusivement à l'usage scolaire. Parce qu'on peut éviter ainsi des données de fuite personnelle si jamais il devait y avoir des soucis de sécurité sur cet ordinateur-là. Donc, essayez de ne pas mélanger les deux. Le second conseil qu'on peut donner, qui est un petit peu du bon sens, mais c'est d'installer le contrôle parental pour aussi éviter qu'il y ait des fuites et des problèmes via ces ordinateurs et peut-être ces apps de manière indirecte. Et la dernière, et ça s'adresse tant aux enseignants qu'aux parents dans le cas de cette utilisation, c'est que le droit à la déconnexion s'applique également dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en tant que parent, si on utilise une app par exemple pour la communication, on ne peut pas écrire à l'enseignant à 22h30 et espérer une réponse à 7h du matin. Oui, ou à 22h32 voilà, pour exactement. certains parents. Et à l'inversement, les communications, je dirais officielles ou en tout cas importantes pour le bon déroulement d'une journée scolaire ne peuvent pas provenir de l'enseignant à des heures où les parents n'ont plus la possibilité d'en prendre connaissance et de faire ce qu'il faut. Donc tout ça est un petit peu en fonction du genre, votre enfant doit arriver déguisé demain matin, le message arrive à 2h, ça ne va pas être possible. Voilà, exactement. Mais donc l'essentiel, c'est en tout cas de voir ce qui est prévu dans le règlement et un petit peu dans quel contexte est-ce que l'école s'inscrit par rapport à ce plan. Oui, mais c'est bien de rappeler l'intérêt de vraiment garder l'outil comme 100% un outil scolaire et pas mélanger les choses pour éviter les fuites, éviter les risques en fait. de problèmes, évidemment, ça c'est certain. Bon, eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour parler de ce sujet vraiment typique de rentrée des classes. Donc, à très très bientôt. À bientôt. Pour plein de nouvelles aventures. Merci Julie, merci Nejma. Merci.